Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de voir que Liège compte énormément de gourmets qu'on va faire devenir des gourmands qu'on va faire devenir des gourmets. Donc c'est une soirée très spéciale puisqu'on va parler d'un produit qui fait rêver et qui fait peur en même temps. Et justement, on va vous parler du chocolat. Et j'ai décidé de parler avec la chocolaterie Niant, avec monsieur et madame Niant, qui sont des cacao féviers. Un cacao févière. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler avec eux? Parce que ce sont des personnes vraies, des personnes avec des valeurs, et on peut voir ces valeurs dans leurs produits. Pourquoi ce sont des personnes vraies, généreuses? En fait, il y a quelques années, quand je m'occupais du Télévis, j'avais demandé s'ils pouvaient éventuellement nous fournir des cœurs pour les vendre à la Saint-Valentin, pour récolter de l'argent. Et immédiatement, ils ont accepté, ils ont vraiment été généreux, ils ont vu que l'idée était belle. Et donc, j'ai rencontré ces personnes, j'ai vu des vraies personnes, et j'ai pu apprécier leurs produits, qui est le reflet de leurs valeurs, c'est-à-dire de respecter le produit, mais également de respecter toute la filière qui va conduire un produit de qualité qui, comme vous allez le voir, lorsqu'il est consommé intelligemment avec modération, vous apporte des bénéfices santé remarquables. Donc cette soirée va se passer en trois services. D'abord, Benoît Niant, qui est maître cacao févier, va un peu vous expliquer comment on aboutit à du bon chocolat. Puis je vous parlerai des bienfaits du chocolat et des évidences scientifiques qui permettent de manger ce mets avec plaisir et sans se culpabiliser. Je passe la parole directement à mon ami Benoît. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce qu'est le bon chocolat. L'histoire du chocolat, elle est très vieille, elle est très ancienne. Et il faut savoir que le chocolat, le cacao accompagne l'être humain depuis plusieurs millénaires. Les Aztèques, les Mayas, tous ces peuples précolombiens utilisaient déjà la fève de cacao pour diverses raisons. Ils l'utilisaient comme relation avec les divinités, c'est vous dire si elle avait de l'importance pour eux. Ils l'utilisaient également pour ses vertus thérapeutiques. Le professeur Castronovo aura l'occasion d'en parler en détail tout à l'heure. Il l'utilisait comme aphrodisiaque, il l'utilisait comme baume apaisant. Donc son utilisation remonte à plusieurs millénaires. Lorsque Christophe Colomb est arrivé, il a évidemment remarqué les fèves de cacao, mais il ne les a pas trouvées à son goût, il les trouvait trop amères. Donc il n'a pas jugé bon de les ramener, et c'est Cortés, c'est un navigateur, un des suivants, qui a décidé de rajouter du sucre, de la vanille et de la fleur d'oranger au cacao pour qu'il puisse être du goût de ses compatriotes. D'autres conquistadors ont également écrit lors de leur voyage que lorsque l'on mangeait du chocolat ou des fèves de cacao le matin, on pouvait naviguer toute la journée sans avoir faim ni soif. Au XVIIe siècle, le cacao fait son entrée dans les familles royales et dans la bourgeoisie européenne. C'est une boisson à la mode. C'est aussi la période pendant laquelle Carl von Linné va introduire le cacao dans sa nomenclature, et à partir de ce moment, il s'appellera Theobroma cacao. Au XVIIIe siècle, c'est le moment où le chocolat va prendre son essor. On parle d'industrialisation du chocolat parce que dans les nouvelles recettes, on a rajouté massivement du sucre. Pour la petite anecdote, la Belgique évidemment est connue pour son chocolat, et ça remonte à 1857, date à laquelle le chocolatier connu Neuhaus, Jean Neuhaus, qui était à l'origine pharmacien, a décidé d'enrober ces médicaments de chocolat pour aider les patients à avaler plus facilement les médicaments. Et donc c'est de là d'ailleurs que vient l'expression « faire passer la pilule ». La réalité du chocolat, elle est celle-ci. 6 millions de producteurs sont actifs dans les pays producteurs de cacao. Ces pays se trouvent le long de l'équateur, là où le climat est tropical, donc il faut beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Ce sont 50 millions de travailleurs en tout, donc c'est une activité qui occupe beaucoup de personnes.
La particularité de ces régions et de ces fermiers, c'est qu'ils ne sont pas du tout organisés. La plupart du temps, ils sont complètement indépendants, livrés à eux-mêmes, et en moyenne, leur exploitation n'est pas plus grande que 2 à 3 hectares. Donc ils sont donc peu structurés, comme je le disais, et en face, on a 95% de la production mondiale de chocolat, donc de la fève, de la transformation de la fève en chocolat, qui est faite par 7 gros industriels. Les plus, ceux que vous connaissez sans doute, c'est Calbo, Cargill, ADM, ce sont eux les principaux. Donc, je vous laisse deviner qui, dans cette relation, a la main mise sur l'autre. C'est très évident que le planteur doit subir les règles de l'industrie et des quelques industriels qui règnent en maître dans le domaine du chocolat. Vous êtes, je suis sûr, des bons mathématiciens, et donc je vous ai parlé de 95% des réalités. Il existe toutefois 5% des fèves qui ne suivent pas le même trajet et ne sont pas transformées par les industriels. On parlera alors de cacao de spécialité. Ce cacao est différent sur plusieurs aspects. La première chose, c'est qu'il est bon pour la santé, le professeur en parlera tout à l'heure. Il est récolté dans le respect de l'environnement. On ne parle pas de culture sur brûlis, on parle d'écosystèmes protégés. Les cacaoyers du cacao de spécialité sont des cacaoyers qui vivent qui sont la sous-couche, si vous voulez, de la forêt tropicale. Donc tout ça est fait dans le respect de l'environnement. Et le troisième aspect du cacao de spécialité, c'est qu'il est bon pour l'homme également. Donc les fermiers qui vivent de cette culture vivent dignement. Ils ont accès à l'eau courante et à l'électricité dans leur lieu de vie. C'est quelque chose qui est très rare. Les enfants vont à l'école. En fait, la rémunération qu'ils perçoivent leur permet de vivre dignement. Voilà un exemple de notre partenaire de République dominicaine qui exploite des fèves très rares, ce sont des fèves Trinitario, qui ont des notes aromatiques très intenses de vanille et d'épices. Voilà, la photo est juste là pour montrer que nous avons une proximité, et ceux qui font du cacao de spécialité ont une proximité avec le planteur. Le cacao s'échange à un prix qui est donné par la bourse. Donc c'est une matière première cotée en bourse, comme peut l'être la farine ou d'autres matières premières. Et donc le prix à la bourse de Londres ou de New York va être donné par la finance internationale. À aucun moment donné, elle ne va être le reflet de la réalité du planteur dans sa plantation. Et donc la plupart du temps, la rémunération ne suffit pas à vivre dignement. Quand on parle du cacao de spécialité, on est dans une relation proche avec le planteur et on donne un prix pour les fèves qui permet de mettre en valeur et de respecter le travail du planteur. Donc vous voyez un ordre d'idée ici, on est plus ou moins à un cours de bourse de $2400 la tonne pour le cacao tout venant, et on est à entre 7 et 10 000 $ la tonne pour les cacaos de spécialité. La fève de cacao, elle est utilisée beaucoup par les industriels. Et ce que les industriels vont faire, c'est assembler des fèves de cacao, que ce soit au niveau d'un continent, que ce soit au niveau d'un pays. Tous les chocolats industriels sont des mélanges de fèves. L'industrie a besoin de ça pour avoir un goût qui va être constant d'année en année. Donc l'industrie a besoin d'un goût qui va être passe-partout, il n'y aura pas de nuances aromatiques particulières. Le cacao de spécialité, c'est une autre philosophie. Le cacao de spécialité, c'est aller chercher des fèves dans des petites plantations, ne pas les mélanger entre elles et faire ressortir des nuances aromatiques beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes.
Et donc, on a des goûts plus typés et on utilise le même vocabulaire que dans le vin. On utilise les termes de cépage, on utilise les termes de grand cru, de terroir. On peut analyser le chocolat de la même manière que pour le vin. Et puisqu'on ne mélange pas les fèves qui viennent de différentes plantations, les caractéristiques du climat entre deux récoltes vont faire que le goût du chocolat va être changeant. C'est ce que les amateurs de vrai chocolat recherchent, et c'est exactement l'inverse du chocolat industriel. Je vais maintenant vous parler et vous décrire le trajet de la fève de cacao. C'est un long trajet donc entre la plantation et le moment auquel le produit fini va être terminé. La première étape dans la plantation, c'est évidemment la récolte. Le fruit que vous voyez sur l'image, c'est une cabosse, donc c'est le fruit du cacaoyer. C'est un fruit qui mesure plus ou moins la taille d'un petit ballon de rugby. Sur les espèces avec lesquelles nous travaillons, il y a environ 10 fruits par an et par arbre. Donc ce sont des rendements à l'hectare très faibles. La cueillette, évidemment, a lieu manuellement dans les cas qui nous concernent, et il n'y a évidemment pas d'utilisation de pesticides. L'étape suivante qui a lieu toujours à la plantation, c'est l'écabossage. Donc c'est le moment où on va trancher la fève de cacao, la cabosse. Pour en retirer les fèves de cacao, on les voit illustrées là-bas, elles sont encore recouvertes de leur mucilage, donc de la pulpe blanche qui les protège. L'écabossage, c'est aussi le moment pendant lequel les familles du village qui vivent de cette exploitation vont se réunir pendant une après-midi pour faire cette activité et en profiter pour échanger sur leur vie respective. À la plantation toujours, les fèves que l'on a récoltées, qui sont toujours entourées de leur pulpe blanche, vont être mises dans des bacs de bois, souvent recouverts d'ailleurs de feuilles de bananier. Le but est de faire fermenter ces fèves. La fermentation est un des éléments clés dans la fabrication du chocolat. S'il n'y a pas de bonne fermentation, le chocolat ne goûtera pas le chocolat, simplement. C'est un travail qui est fait vraiment à l'ancienne, et le producteur va mélanger les fèves 2 à 3 fois par jour pour que la fermentation soit uniforme. Quand la fermentation est terminée, celle-ci a pris entre 3 et 5 jours, il faut sécher les fèves pour qu'elles soient aptes au transport. Il faut que l'humidité relative soit de maximum 7%. Et donc elles vont être séchées au soleil, donc c'est un séchage tout à fait naturel. Et le toit que vous voyez derrière, c'est un toit amovible, donc souvent les planteurs sont très inventifs pour protéger leurs fèves. Quand il y a des conditions climatiques défavorables, il faut les protéger. On ne parle pas, dans ce cas-ci, de séchage mécanique, on ne parle pas de four, c'est vraiment l'action simple du soleil. Ensuite, les fèves voyagent, arrivent dans les ateliers de fabrication. C'est un processus lent et qui commence par le tri des fèves. Les fèves sont triées une par une manuellement. On essaye de retirer les morceaux de bois éventuels, les morceaux de pierre qui pourraient endommager les machines. L'étape suivante dans notre atelier de production, c'est la torréfaction. La torréfaction, c'est l'action de cuire les fèves. C'est une étape très importante parce qu'elle permet de faire se libérer les arômes. Sans torréfaction, de nouveau, on n'a pas la possibilité de mettre en évidence les nuances aromatiques du chocolat. Ensuite, les fèves qui sont torréfiées, si vous voulez, on va retirer l'écorce de la fève de cacao parce que celle-ci n'intervient pas dans la fabrication du chocolat. Et on va utiliser l'intérieur qui s'appelle le gruet de cacao, et ce gruet va être broyé. En broyant le gruet, on obtient une masse, on obtient une pâte qui s'appelle aussi la liqueur de cacao, qui n'a rien à voir, comme vous le savez, avec l'alcool. Cette liqueur de cacao va ensuite être raffinée
pour que son grain soit imperceptible sur le palais, ce qui va donner un aspect fondant au chocolat. Et on va ensuite et enfin réaliser le conchage. Le conchage, c'est l'action de mélanger les ingrédients, donc la liqueur de cacao, le sucre, éventuellement de la poudre de lait si on fait un chocolat au lait. On va mélanger les ingrédients et faire s'évaporer l'acidité qui vient de la fermentation de la fève. Ceci se fait suivant un processus très simple de mélange avec contact avec l'air pour que simplement l'acidité puisse s'évaporer. Ensuite, dernière étape, c'est la mise en forme du chocolat. Tout est fait dans le cacao de spécialité à la main et donc on peut parler de chocolat haute couture. Le cacao de spécialité, c'est pour tous ceux qui le pratiquent une histoire de passion. C'est une histoire de beaucoup de recherche et de désir de découvrir de nouvelles choses. Nous avons depuis quelques années investi dans des terrains au Pérou où nous avons un projet commun avec une ONG allemande. Et ce projet commun, c'est de faire de la reforestation et de la culture du cacao. Évidemment, en suivant les bonnes pratiques, donc on recrée un écosystème qui va lui-même permettre de faire revivre des insectes qui vont être capables de polliniser les cacaoyers. Donc c'est un projet pour le long terme. On attend les premières fèves dans les 5 ou 7 ans qui viennent. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est une histoire de passion avant tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vais repasser la parole au professeur Castronovo. Voilà, merci Benoît. Donc vous comprenez pourquoi et comment j'ai été séduit par Benoît et son épouse qui vraiment sont engagés dans une opération qui est le respect de la nature, le respect de l'humain. Je pense qu'on a tellement besoin de manifestations et d'engagement personnel. Je pense que si chacun pouvait avoir dans sa vie une telle initiative de respecter, peut-être que le monde serait un peu plus haut que ce qu'il est en train de devenir. Donc voilà, le titre en fait de cette conférence était « Offrez du chocolat à ceux que vous aimez, du bon chocolat ». Et en vérité, cette idée est venue par rapport à une publicité qui avait été faite par la Ligue cardiologique belge, qui était un petit peu cash, un peu crash, qui était « Offrez une boîte de chocolat à votre pire ennemi ». Et donc, quoi d'autre que de proposer une conférence qui s'appelle « Offrez du bon chocolat à ceux que vous aimez », mais là, en expliquant pourquoi. Alors certes, je ne suis pas là pour faire la polémique, quoique, mais juste pour remettre l'église au milieu du village et vous raconter l'histoire avec des arguments qui sont sérieux, qui sont scientifiques. En effet, le chocolat, vous allez voir, est un aliment qui, consommé avec modération et intelligence, va vous apporter des bienfaits incroyables. Déjà, comme l'a dit Benoît, très tôt, l'humain s'est rendu compte des vertus médicinales de la fève de cacao. Le problème, c'est que ces vertus médicinales ont été diluées parce que l'homme est plus motivé par le lucre, l'argent, que par la santé des personnes. Et donc, on a rendu ce chocolat addictif en lui mettant la drogue la plus légale et la plus nocive, du sucre. Okay ? Vous allez voir pourquoi. Donc, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez que depuis une vingtaine d'années, je suis passionné par la santé et par l'impact qu'a l'alimentation sur la santé. On sait aujourd'hui que l'épidémie de maladies chroniques qui est évidente est le fait, en grande majorité, de la dérive de notre alimentation par rapport à notre programmation génétique. Et il y a déjà 2400 ans, le père de la médecine occidentale, Hippocrate, avait écrit que l'alimentation doit être la première médecine. Aujourd'hui, l'alimentation est le premier générateur de maladies. Donc voilà. Et alors, Hippocrate avait écrit: l'alimentation sert à la fois à rétablir la santé, c'est-à-dire des vertus curatives, et à la conserver chez les gens qui se portent bien, c'est-à-dire des vertus préventives. Or, la prévention est certainement
la partie pauvre de notre approche médicale. Et vous devez savoir que 97% de l'argent du ministère de la Santé, qui devrait s'appeler le ministère de la Maladie, est consacré exclusivement aux patients malades. 3% uniquement pour la prévention. Et tenez-vous bien, les 1% plus malades consomment 25% du budget de la santé et 5% consomment 50%. Donc il reste très peu pour les gens qui ne sont pas vraiment malades. Et pour ça, c'est ceux-là que si on ne les aide pas, vont devenir vraiment malades. Donc finalement, il faut un petit peu réfléchir, essayer de penser santé. Alors, quelle est la situation? Eh bien, vous devez savoir que nous sommes des Homo sapiens sapiens. Okay? Nous sommes des humains qui sommes le résultat d'une longue évolution. L'évolution, c'est l'ensemble des transformations que les organismes vivants vont subir pour devenir les plus compétents pour transmettre leur ADN à la prochaine génération. Et donc l'idée, c'est que nous sommes le mieux adaptés et qu'en 1,2 million de générations, nous avons été absolument en adéquation avec notre environnement, notre alimentation, notre activité physique, etc. Alors, il faut savoir également que l'évolution est une force remarquable, mais elle a un point faible, il faut du temps. Il faut du temps pour modeler les organismes pour qu'ils puissent être le plus adaptés à leur environnement changeant. Et en 3-4 générations, en fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'environnement a changé de manière incroyable. Tellement vite que nous sommes maintenant inadaptés à notre environnement. Nous sommes complètement inadaptés à notre alimentation et le résultat est que nous ne fonctionnons plus bien. Et comme on a prolongé la vie, non pas à cause de la médecine, mais surtout à cause des adaptations sanitaires, eh bien nous vivons plus longtemps, mais nous devenons vieux plus jeunes et nous tombons malades plus tôt. Okay? Et des maladies qui ont complètement changé par rapport aux maladies d'avant, où avant c'était une maladie où il y avait une cause, souvent un agent infectieux, et un traitement. Aujourd'hui, vous avez des maladies qui sont dites chroniques. Le mot chronique, ça veut dire que vous êtes malade pour tout le temps. C'est une espèce d'aveu d'impuissance. Quand vous dites, vous savez, voilà, je suis désolé, vous êtes malade, c'est une mauvaise nouvelle pour vous, une bonne pour moi, parce qu'on va se voir souvent, parce que vous ne serez jamais guéri. Okay? Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut en fait intervenir, et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète vraiment de ces situations, puisque l'évolution épidémique de ces maladies chroniques est responsable de 3 morts prématurées sur 4. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que quand l'individu est mort, ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de patients, d'individus qui sont malades chroniquement, qui ne travaillent plus, qui représentent un poids socio-économique tellement important qu'on se demande comment on va pouvoir, avec le modèle socio-économique de nos populations occidentales, comment on va pouvoir continuer à préserver cette qualité de santé. Et l'Organisation mondiale de la santé a identifié 3 paramètres qui étaient responsables de cette épidémie de maladies chroniques, et le premier, c'est l'alimentation qui est complètement inadaptée. Le deuxième, c'est le sédentarisme. Normalement, nos gènes sont prévus pour que nous marchions en moyenne 19 km par jour, avec parfois des petits sprints pour échapper au tigre qui veut vous manger. Ça n'arrive plus souvent. Ensuite, bien sûr, le tabagisme. Ce tabagisme qui commence à descendre parce que les gouvernements, les pouvoirs politiques se sont rendus compte qu'aujourd'hui, le coût des soins de santé qui sont destinés à prendre en charge les patients qui souffrent des conséquences dramatiques du tabac sont largement supérieurs aux bénéfices que donnent les taxes sur les accises du tabac. Donc ce n'est que pour des raisons économiques, de santé économique et pas de santé humaine, que ce tabagisme est en train d'être tout doucement réduit. Alors ceci est assez démonstratif, c'est l'évolution du diabète et de l'obésité dans le monde. La Terre est en train de vraiment porter le poids de gras incroyable, parce que vous voyez que d'ici 2030, il y aura 440 millions de diabétiques. En France, c'est 3 millions, c'est 400 nouveaux cas par jour. Et quand on sait qu'il y en a 1 sur 5 qui est diabétique qui ne le sait pas, vous imaginez le drame. Et il y a bien sûr tous les syndromes prédiabétiques que sont par exemple ce qu'on appelle le syndrome métabolique qui va être l'antichambre du diabète. Et ceci se voit notamment par l'obésité. Vous devez savoir, en Belgique, 1 adulte sur 9 est obèse. Ça fait moins qu'1 sur 10. Mais le pire, c'est qu'1 enfant sur 5 est obèse.
un enfant sur 5 est obèse et 90% de ces enfants ont un problème grave qui est une stéatose, une pré-cirrhose du foie, qui va évoluer en 15 ans en cirrhose. Cette épidémie sournoise est un drame et on estime que d'ici 20-30 ans, il va y avoir une épidémie de cirrhose, de gens qui auront 35-40 ans et de cancer primitif du foie, si on n'intervient pas maintenant. Et donc voici un peu l'évolution de la société où des industriels comme Monsanto sont certainement les générateurs, puisque vous devez savoir que Monsanto est pour produire des aliments pesticidés qui ont une valeur économique importante et une valeur santé la moindre possible. Le drame de notre société, c'est le raffinage, le non-respect. Le non-respect de l'aliment et le non-respect de la terre. En fait, nous empoisonnons notre terre, nous empoisonnons nos mers, et ça nous revient comme un boomerang. Vous avez vu le nombre de particules de plastique qu'il y a dans les océans, qui est en train de tuer le poumon de la Terre, puisque l'essentiel de l'oxygène est produit par le phytoplancton qui est en train d'être empoisonné. Donc chacun d'entre vous, vous avez une responsabilité. Bien sûr, quand vous avez des personnes comme Benoît et Anne qui prennent la décision de toucher un grand nombre de personnes, puisque même si c'est que 5%, ils vont changer quand même, et je pense que cet exemple risque de faire des petits, en tout cas je l'espère. Donc en fait, nous sommes des animaux, sans vouloir vous inciter, nous sommes des animaux, soi-disant évolués, ça j'ai un doute, qui sommes hétérotrophes, c'est-à-dire que nous devons pour subsister, nous alimenter, nous devons manger des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut peser, les micronutriments sont en quantité très petite, on ne les voit pas et pourtant ils sont essentiels. Okay, alors parmi les macronutriments, il y a les carbohydrates ou les sucres qui peuvent être en sucre rapide et sucre lent. Il y a les protéines qui sont absolument importantes et les graisses, les lipides. Okay. Donc l'idée, c'est que les produits alimentaires à base de fèves de cacao pourraient être un atout santé et en plus un plaisir. Et le plaisir fait partie de la santé, bien sûr, et de la vie. Alors voyons un peu de quoi composer ce chocolat. Tous les chocolats ne sont pas égaux, bien sûr. Okay. Et comme l'a dit Benoît, il y a les chocolats industriels et les chocolats de spécialité. Les propos dont je vais tenir par rapport à la santé sont essentiellement liés à la consommation de chocolat de spécialité, quel que soit le producteur. Je n'y fais pas de publicité. Ici, l'idée, c'est de mettre en évidence des personnes qui respectent des valeurs qui me sont chères et de mettre en avant la qualité sanitaire du chocolat de qualité, c'est-à-dire chocolat de spécialité. Donc, vous avez plusieurs catégories de chocolat. Le chocolat blanc, qui en fait ne contient pas du tout les produits de la fève de cacao, ce n'est que la graisse du cacao et du sucre. Et le chocolat au lait et le chocolat avec un pourcentage variable de fèves de cacao. Et donc on voit ici en concentration des différents macronutriments que le chocolat noir est celui qui contient le plus de protéines, avec des acides aminés très intéressants dont le tryptophane qui va servir à synthétiser la sérotonine qui est le neuromédiateur qui nous fait sentir zen et bien. Très peu de carbohydrates. Au niveau calories, vous serez étonné de savoir qu'il soit blanc au lait ou noir, c'est plus ou moins le même nombre de calories, c'est-à-dire 550 calories pour 100 grammes. Okay. Et quand vous comptez que nous avons besoin en moyenne pour vivre de 2000 calories, ça veut dire que 400 grammes, vous avez votre journée. Pour ceux qui mangent 1 kilo de chocolat, attendez-vous à des problèmes dans les tailles de votre vêtement. Puis il y a l'eau, il y a très peu d'eau. Les lipides, vous voyez qu'il y a les graisses. Il y a plus de graisse dans le chocolat à 70%. Et par contre, il y a beaucoup de fibres dans le chocolat à 70%. Il n'y en a pas du tout dans le chocolat blanc. Voici un résumé important. Donc on voit que les sucres simples, c'est-à-dire des sucres rapides, on va un peu en reparler rapidement, il y en a très peu dans le chocolat noir. Il y en a beaucoup dans le chocolat blanc, le maximum, et il y en a quand même beaucoup dans le chocolat au lait. Les graisses, qui sont des graisses saturées et monoinsaturées, qui sont de bonnes graisses, parce qu'on va en reparler des graisses, en fait, on ne devient pas gros, ni gras parce qu'on mange du gras, on devient gros parce qu'on mange du sucre rapide.
Okay, ça c'est important, ça va. Et puis vous voyez, il y a beaucoup de fibres dont on va reparler tout à l'heure dans le chocolat noir. Alors justement, dans la composition des chocolats, le côté sombre, la face sombre du chocolat, elle est de couleur blanche, c'est le sucre raffiné qu'on va rajouter et dont la consommation en excès est associée à l'épidémie d'obésité. Néanmoins, ce sucre est nécessaire pour que le chocolat devienne agréable. Et donc, la proportion de sucre est, dans les chocolats noirs de spécialité, calculée pour que finalement, cette quantité de sucre n'ait pas les conséquences négatives qu'on attribue au chocolat industriel. Alors, vous devez savoir que le sucre est le réservoir du carburant privilégié de nos cellules, c'est-à-dire le glucose. Et ce glucose est tellement important que la glycémie est l'objet d'une régulation extrêmement fine. Et quand on est en hypoglycémie, on a des hormones comme le glucagon, le cortisol ou l'adrénaline qui vont le monter. Et quand on en a trop, les animaux ont inventé une hormone qui est l'hormone du stockage, l'insuline. L'insuline sert à stocker le glucose en excès sous forme de glycogène, c'est-à-dire un collier de perles de molécules de glucose qu'on va stocker dans le foie et le muscle. Ces colliers de perles, on les retrouve dans l'amidon, qui sont considérés comme les sucres lents. Et également, sauf quand on a saturé nos réserves en glycogène, eh bien, on va transformer l'excès en graisse, en acides gras qui vont être stockés dans le tissu adipeux. Sans insuline, vous ne pouvez pas stocker. Avec beaucoup d'insuline, vous allez stocker. Donc, si vous consommez du gras sans sucre, eh bien, vous n'allez pas stocker. Okay? Ça, c'est important. Et nous avons besoin absolument de glucose parce que notre cerveau ne sait utiliser que du glucose pour fonctionner. Il n'est pas capable, nos muscles, notre foie ou notre cœur, de brûler comme carburant des acides gras, des lipides. Okay? Donc il nous faut du sucre et ce sucre, si vous le consommez rapidement par les muscles, par exemple, il ne va pas donner de problème d'hyperinsulinisme. Donc, le sucre est un problème et justement, la fiche de la Ligue belge de cardiologie, ce n'est pas au chocolat qu'elle en a, c'est au sucre. Parce que en fait, le responsable majeur de ces maladies chroniques, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, c'est essentiellement l'hyperinsulinisme, trop d'insuline, et qui est causé uniquement par le sucre rapide. Parce que le sucre rapide, il est appelé rapide, pourquoi? Parce que quand on le consomme, il fait monter très très vite la glycémie. Et quand la glycémie monte très très vite, l'insuline monte très très vite également, et c'est là le problème. Parce que de l'hyperinsulinisme, c'est vraiment un problème majeur pour la santé. Notamment, ça va enclencher l'inflammation, ça va enclencher la transformation du muscle en gras et l'inflation du tissu adipeux. Donc, la Ligue de cardiologie a raison. La consommation excessive de chocolat industriel addictif de par la quantité de glucose, vous devez savoir que le sucre raffiné va déclencher au niveau du cerveau la même réaction que la cocaïne. Elle va activer le circuit de récompense. Okay? Mais si vous prenez des petites quantités de sucre de manière intelligente, eh bien vous allez bénéficier de tous les autres composés de la fève de cacao qui seront abondamment présents dans le chocolat de spécialité. Lesquels sont-ils? La théobromine, vous avez vu que on a dit que c'était Theobroma cacaoa, c'est ça, hein, je pense. Donc c'est un polyphénol et la caféine qu'on trouve dans le café. Il y a également toute une série de métaux minéraux, le calcium, du potassium, du phosphore, du magnésium, des vitamines, des fibres et des flavonoïdes. On ne va pas les revoir tous, bien entendu. Ces vitamines sont hyper importantes, notamment pour notre métabolisme énergétique. Mais je voulais vous parler du magnésium. Le magnésium, c'est un minéral essentiel qui est utilisé pour qu'on puisse efficacement utiliser l'énergie, l'ATP. L'ATP, vous avez probablement entendu parler. L'ATP, c'est la monnaie énergétique que nos cellules utilisent pour faire leur boulot. Par 24 heures, nous produisons et consommons 50 kg d'ATP qui sont obtenus par la combustion des carbohydrates, des glucides et des graisses. Okay? Eh bien, pour pouvoir l'utiliser efficacement, on a besoin de magnésium. Donc, tout ce qui est relatif à l'énergie ne se fait bien que si c'est en présence de magnésium. Et notamment,
la carence, le magnésium est hyper important pour le système nerveux central qui consomme 20% de toute l'énergie que nous brûlons par notre cerveau. Et comme c'est du glucose, le travail intellectuel ne vous fait pas maigrir, puisqu'on ne brûle que du glucose. Okay? Néanmoins, si vous n'avez pas assez de magnésium, vous allez notamment, vous devez savoir que notre cerveau fonctionne selon un système de dépolarisation, une espèce de courant électrique qui va dépolariser. On appelle ça le potentiel d'action. Et chaque fois qu'il y a un potentiel d'action, pour pouvoir refonctionner, il faut rétablir le potentiel. Il y a une pompe qu'on appelle la NAKTP, parce qu'il y a besoin d'ATP pour fonctionner. S'il n'y a pas de magnésium, on ne va pas pouvoir rétablir le potentiel d'action. Et donc ce potentiel d'action, il est important parce que, une métaphore, quand vous avez un revolver et que vous voulez tirer sur quelqu'un, il y a une gâchette, hein, pour ceux qui disent, et il y a une course avant d'arriver au moment où la balle part. Okay? Et le potentiel de membrane des neurones permet aux neurones de ne pas tirer tout de suite. Donc il faut arriver à la zone, à la trigger zone, c'est-à-dire la zone où la gâchette, où la balle va partir. Eh bien, si vous n'avez pas assez de magnésium, la course se raccourcit très vite et dès que vous touchez la gâchette, ça part. Et donc, si vous entendez un gros bruit, vous allez sursauter. Et donc, ceux qui ont trop peu de magnésium, ils sont hyper réactifs à l'environnement. Ils vont être stressés beaucoup plus rapidement que si quelqu'un avait un taux de magnésium et qui avait son potentiel de membrane de repos normal, à moins 70 millivolts. Okay? Et quand vous n'avez pas assez de magnésium, ben vous êtes émotif, anxieux. Vous allez avoir une augmentation des symptômes de stress. Vous allez avoir des tensions musculaires, voire des douleurs. Donc, le manque de magnésium amplifie toutes les sensations. Okay? Et il a été montré que, globalement, en Occident, plus de la moitié des personnes consomment moins de la dose journalière recommandée, qui est environ entre 400 et 500 mg de magnésium par jour. Le chocolat noir de spécialité vous apporte des quantités intéressantes de ce magnésium. Parlant des composants extrêmement bénéfiques pour la santé du chocolat et de la fève de cacao, il faut parler des antioxydants. On a tous entendu parler des antioxydants. Les antioxydants, et parmi ces antioxydants qui sont particulièrement riches dans le chocolat, eh bien, ce sont les flavonoïdes qui sont des polyphénols. Ces polyphénols sont donc des antioxydants. Quand on parle d'antioxydants, on parle d'antirouille. Et quand on parle de flavonoïdes, on a également d'autres propriétés plus spécifiques qui permettent d'expliquer les bienfaits de la consommation régulière que je vais vous démontrer, publiée dans des revues par des études scientifiques, de la consommation de ce chocolat. Les antioxydants du chocolat sont 2 à 3 fois plus importantes que celles du thé vert, pourtant qui a des vertus salutaires reconnues, et du vin rouge bio, bien sûr. Alors, c'est quoi le stress oxydant? Et l'oxydation, c'est un processus général qui est lié au fait que l'oxygène va voler des électrons à toutes les molécules environnantes, que ce soit du matériel organique ou inorganique. Hein, vous avez déjà vu une tôle rouillée, vous avez déjà vu une statue rouillée, eh bien, c'est le travail lent mais sournois et pertinent de l'oxygène qui va arracher des électrons, modifiant la matière qui va être oxydée. Voici une pomme, par exemple. Si la pomme, lorsqu'elle est entière, elle est protégée par l'épiderme qui est une protection antioxydante. Si vous la coupez, eh bien, très rapidement, cette défense va partir et l'oxygène va se mettre à l'attaquer et les lésions oxydatives vont se voir. À un moment donné, vous allez avoir une pomme qui sera toute blette. Eh bien, la cellule, figurez-vous, elle subit ce processus-là. Et l'oxydation est la lésion universelle, chimique, qui va être responsable du vieillissement de nos cellules. Nous vieillissons parce que nous rouillons. D'ailleurs, il y en a qui disent le matin, je suis tout rouillé. Ben, vous n'avez pas tort, vous êtes un peu rouillé. Okay. Et donc, cette rouille va entraîner la mort prématurée de la cellule. Ça, c'est le bon scénario. Mais le pire, c'est que ces oxydations peuvent modifier l'ADN et la cellule devient folle et peut devenir une cellule cancéreuse. Le stress oxydant est donc à l'origine de la transformation cancéreuse, mais également de la dégénérescence des neurones. La maladie d'Alzheimer, c'est une mort accélérée des cellules d'une base de notre cerveau qui est responsable de la mémoire et qui efface le disque dur et qui va toucher la moitié de la population d'ici quelques dizaines d'années. On sera tous alzheimériens. C'est un beau titre d'un bouquin. Et donc, vous voyez que globalement, on voit l'effet de ce stress oxydant qui peut
être accéléré, bien sûr, qui va être accéléré si nous ne consommons pas les antioxydants. Manger des végétaux bio, qui ont été élevés dans les conditions optimales, nous procure une kyrielle de composés dont les flavonoïdes qui nous aident à lutter contre les radicaux libres que nous produisons nous-mêmes par le fait d'être en vie. Et donc aujourd'hui, étant donné que nous ne consommons pas assez et qu'il y en a beaucoup moins dans les fruits et légumes que nous mangeons, et les publicités qui vous disent manger 5 fruits et légumes c'est suffisant, c'est faux. C'est manger 5 fruits et légumes d'il y a 60 ans, ça c'est vrai. On a une équipe canadienne a montré que pour avoir la même quantité de vitamine C dans une pomme d'aujourd'hui, il faut manger, d'une pomme d'il y a 50 ans, il faut manger 50 pommes d'aujourd'hui. Et 50 pommes à la fois, ça peut devenir lourd pour l'estomac. Hein. Et voici ces flavonoïdes, donc ce sont des molécules comme ça, qui ont des domaines antioxydants. Et voyez, le chocolat is the king. La fève de chocolat est la reine par rapport à la production de ces antioxydants, de ces flavonoïdes. Et de nombreuses études montrent que ces flavonoïdes vont avoir des différentes activités biologiques. Elles vont protéger des maladies coronaires, des maladies cardiovasculaires. Elles vont améliorer les fonctions des plaquettes qui souvent sont impliquées dans la formation d'un thrombus qui va être responsable de l'infarctus ou de l'accident vasculaire cérébral. Elles vont réguler l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline. Donc tout ça a été bien démontré au niveau scientifique. Et donc voici en fait l'ensemble des situations pour lesquelles il y a une évidence scientifique sérieuse, avec des publications que je vais vous montrer, où la consommation de chocolat de qualité riche en flavonoïdes est un protecteur des maladies cardiovasculaires, notamment en optimisant la tension, c'est un antihypertenseur, va optimiser la sensibilité à l'insuline et donc lutter contre le diabète, lutter contre l'obésité. Les flavonoïdes également ont des substances, notamment via le magnésium, qui vont aider à combattre contre le stress et le burn-out, contre la dépression. Elles vont également optimiser les performances des sportifs et réduire les lésions au niveau des muscles, on va voir. On a montré également que la consommation de chocolat noir de qualité va lutter contre l'ostéoporose et va ralentir le vieillissement, notamment en protégeant les extrémités des chromosomes qu'on appelle les télomères. Enfin, et pas des moindres, les flavonoïdes du cacao sont les amis de notre microbiote, cet organe extra-humain qui a une importance considérable pour notre santé. Alors, le plus de publications qui établissent un lien entre consommation de chocolat noir, bien sûr, et santé, concerne l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Notamment, vous voyez, il a été montré en début de cette année que la consommation de... Je ne vais pas vous donner toutes les études, ce sont les résumés. La consommation de chocolat est associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Okay. Et puis, il a été montré également que la consommation chez des hommes et des femmes jeunes de doses de chocolat noir de qualité permet de garder des parois artérielles souples et élastiques, ce qui est un prérequis pour avoir un système cardiovasculaire qui fonctionne correctement. Parce que dès que vos parois vasculaires se durcissent, vous faites de l'hypertension et quelque chose qui est dur casse plus facilement. La cassure de la paroi crée de l'inflammation une plaque athérosclérose et puis l'accident vasculaire va survenir. Ça, c'était en avril 2019. Et également, on a montré qu'il y avait dans cette étude la consommation de chocolat qui réduit de manière significative le risque cardiovasculaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'études, simplement pour vous dire que mon propos est soutenu. Je n'ai pas décidé de vous parler comme ça parce que je voulais faire plaisir à mon ami Benoît en disant tiens, tu vas voir, on va faire un truc super, tu vas vendre du chocolat. Pas du tout. L'idée c'était de vous informer que cet aliment contient des substances extrêmement intéressantes et consommé de manière intelligente, c'est-à-dire en choisissant des chocolats qui ne sont pas hyper saturés en sucre, eh bien vous alliez apporter non seulement du plaisir à votre organisme, mais des molécules qui peuvent l'aider, et tout ça soutenu bien entendu par des études scientifiques. Alors ici, pour un peu vous rentrer les mécanismes, on a montré que les polyphénols
Pour montrer qu'il y a un support scientifique mécanistique, ça vous n'allez probablement rien y comprendre, ce sont les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui tapissent les vaisseaux, et bien les flavonoïdes vont stimuler la production d'une substance qu'on appelle le monoxyde d'azote, le NO, qui est un vasodilatateur, qui va ouvrir les capillaires, les vaisseaux, et diminuer la pression artérielle. Hein? Donc ça a été montré. Et puis, donc, parmi ces flavonoïdes, il y a l'épicatéchine, c'est une famille qui va réduire la pression artérielle, améliorer les fonctions vasculaires, réduire la réactivité des plaquettes. Donc, plutôt que de prendre des antiagrégants plaquettaires, mangez régulièrement un peu de chocolat noir de qualité. Hein, et vous faites plaisir. Il y a également des activités anti-inflammatoires et, de manière intéressante, ça augmente la sensibilité à l'insuline et vous éloigne du diabète. Okay. Alors, ce qui est intéressant, la population, en général, lambda, est effrayée quand on parle de cholestérol. Quand on parle de cholestérol, c'est comme si on parlait d'un serial killer. Hein. Or, le cholestérol, c'est une molécule indispensable dans notre santé. Le cholestérol, c'est notre ami. On a montré récemment, une équipe de San Diego, que de consommer 2 œufs par jour réduit le mauvais cholestérol. Et cette notion de mauvais cholestérol, c'est comme l'histoire du méchant loup. C'est pour vous faire peur. Okay? Le cholestérol est essentiel à la vie. Et d'ailleurs, son taux augmente avec l'âge parce que nos cellules ont besoin de plus de cholestérol parce qu'elles sont plus fatiguées et elles ne savent plus faire ce qu'elles ont à faire avec un taux de cholestérol qui serait trop faible. Donc c'est normal d'avoir un taux de cholestérol qui est en fait élevé. Alors, simplement pour dire que ça n'existe pas le bon et le mauvais cholestérol. Vous voyez ici, ça c'est la particule LDL qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et ça, voici le LDL, et le HDL, le bon cholestérol. En fait, c'est le même cholestérol. C'est le même cholestérol. C'est juste la brouette qui le porte. La brouette LDL, elle déverse le cholestérol dans les parents, et la brouette HDL, elle le retire. Le problème, c'est d'avoir trop de LDL cholestérol qui est stocké dans la paroi des vaisseaux. Pourquoi? Parce qu'il va s'oxyder et initier une réponse du système immunitaire contre la protéine ici, la protéine qu'on appelle l'ApoB qui va s'oxyder et initier une maladie de rejet. Parce qu'une fois que l'ApoB est oxydée, notre système immunitaire croit que c'est une bactérie et va l'attaquer. Donc finalement, l'athérosclérose, c'est une maladie inflammatoire. C'est vrai que s'il n'y avait pas de cholestérol, il n'y aurait pas eu cette oxydation, mais le cholestérol, c'est pas lui ce sont les antioxydants qui vont protéger l'oxydation, qui vont bloquer cette réaction. Okay? Eh bien, le chocolat noir va avoir un effet d'inhibition de l'oxydation des LDL et même va augmenter le cholestérol, les navettes qui retirent le cholestérol et diminuer celles qui le déposent, créant donc un bon équilibre. Ceci a été publié dans des revues. Un autre effet intéressant du cholestérol est certainement qu'il est, et ça c'est étonnant, que un autre effet du chocolat, c'est que ce chocolat réduit le risque de diabète. C'est tout le contraire de ce qu'on pensait. Ne mange pas du chocolat, tu as du diabète. Ben non, manger du chocolat, tu as du diabète. Donc vous voyez, c'est une autre... Et voici l'étude. La consommation du chocolat noir est en relation inverse avec le diabète. Nos données supportent une relation inverse. Donc je vous l'ai traduit, mais ça c'est le message. Okay, mais vous pouvez vérifier que ce message, je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment ce que ces auteurs, publiés dans American Journal of Clinical Nutrition, ont publié en 2015. Et en octobre, le mois passé, c'était une étude intéressante pour les jeunes femmes qui sont enceintes ou qui souhaitent l'être. Eh bien, le chocolat noir permet d'éviter le diabète de grossesse. Et ça a un impact génial, ça a un impact sur votre enfant et sur vos petits-enfants. Car on sait aujourd'hui que ce qui se passe in utero aura des conséquences sur la vie de l'enfant, in utero, sur la vie quand il sera adulte, et sur la vie de vos petits-enfants. Quand vous êtes enceinte de votre fille, vous êtes enceinte de votre petit-enfant également. Et tout ce qui va arriver in utero par l'épigénétique, un jour je viendrai vous en parler, a un impact dramatique sur le reste. Et le comprendre est quelque chose d'important pour l'avenir de notre humanité. Alors, le chocolat également est important au niveau activité sportive. Il a été montré notamment que ce chocolat
consommé de manière régulière va améliorer les performances sportives. Pourquoi? Notamment parce que lorsqu'on fait une activité sportive, on va stimuler la production d'énergie d'ATP et nos centrales productrices d'énergie, lorsqu'elles sont sollicitées, produisent plus de radicaux libres d'agents oxydants. Et donc, ces agents oxydants risquent de s'attaquer d'abord à la centrale, qu'on appelle les mitochondries. Et ceci va créer un cercle vicieux et avoir plus d'oxydation. Et donc, votre muscle va être plus endommagé et vous allez avoir moins de performance. Et bien ici, on a montré que, vous voyez, en juin 2019, ce sont des études récentes dans Nutrient, qui est une revue sur l'alimentation, que la consommation régulière a, notamment, ce sont les polyphénols, notamment qu'une activité anti-inflammatoire. Et ici, une étude qui montre que la consommation régulière de chocolat noir réduit le risque de lésions musculaires chez le footballeur. Okay, donc, ton diable noir, rouge, pardon, devrait manger du chocolat noir. Hein? Et ici, une autre étude montre que la consommation régulière de chocolat noir réduit le risque de stress oxydant chez les cyclistes. Pour ceux qui aiment bien faire du vélo, ben, une petite barre de chocolat, ça va vous aider. Le chocolat également est bien connu pour son effet zénifiant. Hein, c'est cool, pour autant que l'on consomme en pleine conscience, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, il a été montré notamment que la consommation de chocolat réduit le taux de cortisol. Quand vous mangez du chocolat, vous êtes tranquille. Pourquoi? Parce que notamment, le taux de magnésium va permettre d'apaiser vos neurones et vous allez être tranquille. En plus, le plaisir, si vous le mangez en pleine conscience, va également contribuer à vous faire sentir bien. Okay? Car ce n'est pas un problème d'avoir du plaisir. Nous vivons pour avoir du plaisir, mais le plaisir doit être associé au bonheur, pas au malheur. Et donc prendre du bon chocolat, vous dire que vous êtes dans une filière de respect de la nature et prendre du chocolat de qualité plutôt que prendre du chocolat industriel avec des pesticides, avec du sucre pour tromper votre cerveau en lui disant on a un kiff, mais c'est un kiff qui est faux, eh bien c'est autre chose, vous voyez, c'est la qualité. Et on a montré notamment que, regardez, sur 13 626 adultes, dans un journal qui s'occupe de dépression et d'anxiété, que la consommation de chocolat est associée à moins de dépression. Voilà, que la consommation de chocolat, particulièrement du chocolat noir, est associée à une réduction significative du taux de syndrome dépressif. Ça vaut la peine dans un monde où on est un petit peu down. Et enfin, on a montré également, ça c'est intéressant, ça a été publié le mois passé dans un journal américain, College of Nutritionists, qu'une simple dose de chocolat noir prise avant une réunion va réduire votre réactivité au stress, c'est-à-dire que ça va tamponner votre impulsivité, par exemple d'être stressé lorsque vous êtes interviewé, lorsque vous avez un examen. Donc les étudiants qui ont accepté de venir à la conférence, que j'ai eu tout à l'heure en cours, et ben, avant l'examen, vous prenez un peu de chocolat noir, mais de qualité, pas des merdes, quoi. Hein, okay. Alors, de manière intéressante, le chocolat a été montré également réduire la vitesse du vieillissement. On va tous vieillir, hein. On va tous vieillir, mais certains vont vieillir moins vite que d'autres. Et la médecine anti-aging, c'est une escroquerie. On ne peut pas arrêter le vieillissement. Par contre, la médecine anti-vieillissement prématuré a toute sa signification, c'est-à-dire d'identifier chez un patient quels sont les éléments qui sont susceptibles d'accélérer son oxydation. Et l'autre processus, sa caramélisation, parce qu'on ne vieillit pas uniquement parce qu'on rouille, mais également parce qu'on se caramélise, parce qu'on est trop sucré. Okay. Et donc, on a montré que le chocolat noir contient des substances qui vont en fait réduire la vitesse avec laquelle les bouts de ces chromosomes, qui déterminent le nombre de fois qu'une cellule peut se diviser, qu'on appelle les télomères, se réduisent. Okay. Voici, alors déjà, dans cette étude, on montrait que la longévité et l'alimentation étaient quelque chose de réel et pas un mythe, et que le chocolat noir, parmi d'autres éléments, comme le bon vin rouge, les avocats, sont des aliments qui ralentissent le vieillissement. Et le mois passé, cette étude dans une revue de pédiatrie qui s'intéresse au chocolat, on dit qu'il ne faut pas donner du chocolat aux enfants. C'est vrai, il ne faut pas donner du chocolat industriel aux enfants. Il ne faut pas donner de la Nutella. Alors, la Nutella, c'est une monstruosité. Hein. Voilà. Il ne faut pas donner du Nutella. D'ailleurs, on avait un projet avec Benoît de faire une pâte chocolatée de qualité. Bon, on verra si on prend ce projet pour les enfants et pour un peu. Mais le Nutella, il est tellement addictif que des enfants vous tueraient pour avoir du Nutella. Hein. Donc,
on a montré que la consommation de chocolat réduit le raccourcissement des télomères, c'est-à-dire augmente le potentiel santé et ralentit le vieillissement, ce qui est intéressant. Et de manière intéressante également, le chocolat pourrait jouer un rôle important via ses activités anti-inflammatoires pour réduire la déminéralisation osseuse. Et ceci, on a montré que c'était surtout les jeunes femmes, désolé pour celles qui sont post-ménopausées, mais on a montré que la consommation de chocolat augmente la minéralisation des os et permet à chaque femme et homme d'atteindre la densité osseuse maximale. Et on a jusque 30 ans. 30 ans pour arriver. À partir de 30 ans, on ne sait plus accumuler du minerai dans les os. On va commencer à se minéraliser à une vitesse plus ou moins élevée en fonction de toute série de paramètres. Donc, mesdemoiselles, mangez du chocolat pour garantir que votre squelette aura sa densité optimale. Enfin, je vous disais, cet organe extrêmement important qui est le microbiote intestinal. Ici, je vous montre cette image pour vous montrer que ce microbiote, il est extrêmement versatile, il bouge beaucoup, il est très réactif et qu'à partir d'une bactérie, en 24 heures, vous en avez 5 milliards. Et vous avez des centaines de milliards dans vos intestins. Ce microbiote, on sait, joue un rôle important. Et vous voyez cet article dans Frontières in Pharmacologie. Vous voyez, les pharmaciens sont fort liés depuis M. Neuhaus au chocolat, a un impact sur le microbiote et la santé humaine. Chocolat, microbiote et santé humaine. Et on voit que ce microbiote, en fait, il intervient bien sûr au niveau de l'intestin, mais également, et ça c'est moins attendu, il joue un rôle fondamental sur tout le système. Il intervient, il parle avec le tissu adipeux, avec le système musculaire, avec le foie bien sûr, avec le système osseo-articulaire, avec les organes d'essence, avec le cœur. On pense que le microbiote pourrait être dysfonctionnel, la première cause de maladie cardiovasculaire, la première cause, et que ce devrait être une cible pour pouvoir réduire le risque de maladie cardiovasculaire, mais également le plus interpellant, c'est que ce microbiote contrôle nos émotions et nos fonctions cognitives. Donc finalement, ce n'est pas notre faute, c'est le microbiote. Quand on est de mauvaise humeur, c'est notre microbiote qui produit de mauvaises substances, qui nous dit « écoute, donne-nous à bouffer, sinon on ne fait plus rien ». Et on t'envoie des messages. Okay, eh bien, le microbiote, les bonnes bactéries microbiotes vont être améliorées par les flavonoïdes du chocolat. Il y a un effet prébiotique, on a mis les lycopènes, ce n'est pas dans le chocolat, les lycopènes c'est surtout dans la tomate, mais cette étude récente de juin montre que le chocolat noir a un effet prébiotique, c'est-à-dire stimule les bonnes bactéries, ce qui va modifier le métabolisme du foie, des muscles, de la peau, des personnes qui sont obèses. Donc c'est un médicament. Hein? Et donc, M. Neuhaus, qui enrobait ces pilules avec du chocolat, il ne se rendait pas compte qu'il rendait peut-être ces pilules efficaces à cause des flavonoïdes qu'il avait enrobés et pas à cause de la molécule purifiée qui était dans sa pilule. Alors, donc, pour en conclure, le chocolat, vous devez le savourer en pleine conscience. Souvent, comme le chocolat est considéré comme une gâterie, comme une gourmandise, et que dans nos sociétés judéo-chrétiennes, la gourmandise est un péché, okay, on se cache. Et comme on se cache, on ne veut pas être attrapé, on mange très vite. Et quand vous mangez très vite du chocolat, vous ratez tout. Vous ratez le plaisir, vous ratez le calcul des calories, donc vous n'êtes pas rassasié, et vous n'aurez pas le bénéfice puisque vous allez manger beaucoup trop, vous allez dépasser les zones de sucre notamment, et en plus vous aurez la culpabilité qui est un sentiment extrêmement négatif. Et donc, bien sûr, par exemple, je vous dis, manger du chocolat vous préparez de manière remarquable à affronter une période de stress, mais cette dame-là, elle n'a rien compris, elle le mange après. Hein, ça va la faire grossir, puisque le stress va faire un hyperinsulinisme. Donc, il faut manger du chocolat en pleine conscience, calmement, en disant « Thanks God, merci, bon Dieu, merci la terre ». Vous prenez un morceau de chocolat, vous laissez fondre, vous fermez les yeux, vous respirez. Qu'est bon là. Et vous respirez bien, et là, vous avez tous les effets bénéfiques du chocolat, ce qui... Donc, alors, les quantités, bien, vous devriez manger par jour 15 grammes de bon chocolat et vous serez toujours en forme. En Belgique, nous avons une moyenne environ un peu moins. Nous mangeons un peu plus que l'Europe, 6,95 kg
par an, mais c'est du mauvais chocolat, du chocolat industriel. Okay? Donc je pense que mieux vaut en manger, mieux vaut favoriser la qualité que la quantité si on veut se respecter soi-même. Okay? Et donc, je voulais reprendre une phrase, je ne sais pas si mes amis chocolatiers n'y en savaient, mais Monsieur Tullius, qui est un acteur de BD, avait dit 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e est un menteur. Voilà, ok. Bonsoir, merci beaucoup.